Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix, il est 17h40, on vous souhaite la bienvenue avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Elisabeth Lévy. Et tout de suite, le premier grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Notre consommation d'électricité a beaucoup baissé ces 4 dernières semaines. RTE estime qu'il existe un risque élevé de tension sur le réseau électrique français pour le mois de janvier. Un risque accru de délestage, c'est des coupures certes localisées mais de 2 heures. Derrière chaque départ, il y a des clients qui seront coupés, maximum coupés 2 heures. Ces coupures n'auront lieu qu'aux heures de forte tension, entre 8h et midi et entre 18h et 20h. Il serait rotatif d'une région à une autre pour pas qu'une région soit, on va dire, lésée en particulier. Il est préférable d'être informé le plus tôt possible pour pouvoir s'organiser. L'idéal, ça serait de pas couper, c'est tout. Êtes-vous prêt à subir les conséquences des coupures d'électricité? On vous pose cette question sur notre compte Twitter. Vous dites non à 95%, ça nous aurait étonné car les préfets sont invités à participer à anticiper à d'éventuelles coupures. Félix Mathieu, c'est le débat du jour. Oui, le gouvernement va adresser aux préfectures une circulaire pour anticiper ces possibles coupures en cas de grand froid, de problèmes d'approvisionnement avec nos voisins. Et si la consommation d'électricité ne baissait pas, alors il faudrait enclencher des délestages tournants de 2 heures maximum. Jamais tout un département, mais certaines zones. A priori, ça ne devrait jamais tomber 2 fois chez un même client. 60% des abonnés seraient exposés à ces possibles coupures. Tout le monde, en fait, sauf les abonnés prioritaires, c'est-à-dire les pompiers, les gendarmeries, les hôpitaux, certaines industries, quelques 3800 patients à haut risque dépendant d'appareils médicaux aussi, mais aussi tous les autres abonnés raccordés par chance à la même ligne que l'un de ces abonnés prioritaires. Ça fait au final donc 40% de la France à l'abri de ce risque de coupure. Un signal éco-watt rouge serait émis 3 jours à l'avance, puis la veille, on saurait quel département serait touché, et même à 17h, la veille au soir, on saurait qui serait concerné précisément. On pourrait le savoir en renseignant son adresse sur les sites internet d'Enedis et de RTE. Dans tous les cas, les coupures auraient lieu donc au moment des pics de consommation, le matin entre 8 et 13h, et puis entre 18h et 20h le soir, les écoles des zones concernées n'ouvriraient pas le matin pour éviter d'être sans lumière, ni chauffage, ni alarme. Certains trains ou certains métros pourraient aussi être annulés pour éviter d'avoir des passagers bloqués en pleine voie. Pour les urgences, il serait aussi recommandé de privilégier le 112. Certaines antennes relais pourraient bien se retrouver hors service dans certaines zones. Cette situation critique pour le réseau électrique, on la doit à l'état du parc nucléaire. Plus de la moitié des réacteurs français à l'arrêt en ce moment pour maintenance prolongée ou bien pour corrosion. Ça rend la France dépendante de ses voisins cet hiver. La France qui, par le passé, pourtant était plutôt une exportatrice d'électricité. Merci beaucoup Félix Mathieu. Avec nous Fabien Bouglet, expert en politique énergétique, auteur de Nucléaire, les vérités cachées et éoliennes, la face noire de la transition écologique, publié aux éditions du Rocher. On va déjà faire un tour de table. Bienvenue. Bienvenue. Merci, bonjour. Vous avez acheté votre groupe électrogène, Philippe Bilger, ou vos pédales pour activer les dynamos? Mais la question, bien sûr, on est prêt à faire des efforts, on n'aura pas le choix. Moi, encore une fois, je n'y connais pas. J'ai cru comprendre que tout ça n'arriverait que si les autres systèmes avaient été inefficaces, des moyens peut-être moins sadiques, si j'ose dire. Moi, j'ai plutôt tendance, je suis une nature optimiste, donc à chaque fois je me dis on joue à se faire peur et les catastrophes annoncées ne vont pas arriver. Cela dit, ce qui m'exaspère là-dedans, si vous voulez, c'était la faute à une sorte de fatalité, je veux bien, mais on est à un moment où la France va se prendre des 100 millions d'amendes parce qu'elle n'a pas fait assez d'éoliennes qui ne servent à rien, d'accord? Et l'Allemagne, qui elle a fait beaucoup d'éoliennes, mais qui fait ses centrales à charbon, c'était pour le carbone, fait continue à faire marcher ses centrales à charbon, elle ne paiera pas d'amende alors qu'elle produit beaucoup plus de CO2 que nous. Et évidemment, Fabien Bouglet nous en parlera, si vous voulez, le saccage de notre parc nucléaire sous la pression des écolos, puis de toutes sortes de lobbies dans l'opinion, ça me rend chèvre. Toutes les semaines, on va faire ça. Est-ce que toutes les semaines, dans cette émission, on va faire la nullité des éoliennes et ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, mais là, c'est l'actu du jour. Non, mais je veux dire, on va buter sur les mêmes trucs. On va s'engueuler. Là, on parle des vous qui pouvez vous renouveler chaque fois. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, ma bichette. Non, mais ça va. Mais non, mais on va. Je signale qu'à chaque fois que je dis quelque chose, tu reprends d'un air un peu pincé en disant encore. Mais on va pas reprendre. Je suis trop bête. Mais non, mais on va pas
recommencer sur cette espèce de clivage général. C'est pas une question de clivage. Dire un truc simplement pour dire que effectivement, et je suis comme Elisabeth là-dessus, vraiment, je ne crois pas à la catastrophe. Je pense que finalement, tous ces messages d'alerte nous obligent à changer et à être beaucoup plus sobres. Moi, par exemple, je me suis jamais préoccupé de savoir à combien je mettais mon radiateur, etc. Depuis que finalement, ça a marché. Donc, Olivier Véran, ça marche alors? Non, c'est Macron qui a commencé. C'est Macron qui a commencé avec la sobriété. Non, mais c'est Macron qui a commencé avec la sobriété en disant attention les alertes. Et RTE, bien sûr, vous êtes tous pro-nucléaire autour de cette table, donc je discute même pas avec vous. J'allais dire. C'est ce que tu es en train de faire. Non, je discute pas. Je prends la parole. Heureusement qu'on a un peu de nucléaire pour faire marcher la radio. Vous écoutez vos conneries après pendant 10 minutes sans ouvrir la bouche. Et donc voilà, et je crois quand même que voilà, ça n'arrivera pas à les délestages, mais il faudra quand même qu'on se pose des questions sur notre degré. 10 minutes sans ouvrir la bouche. Il faut comprendre une chose, et je voudrais rajouter une précision à Elisabeth Lévy. La première chose, c'est que, en fait, il faut bien comprendre, on a 33 réacteurs nucléaires sur 56 en fonctionnement. Il y en a une dizaine qui vont être remis en fonctionnement dans les 15 prochains jours et il va nous en manquer probablement une dizaine. Le problème, c'est que notre production d'électricité, elle est adaptée à notre consommation et on avait beaucoup plus de production avant que de consommation. Sauf que, faut bien comprendre une chose, on ne stocke pas l'électricité. Et comme on ne le stocke pas, on en a besoin continuellement. Et on a en janvier, février, mars, des pics de consommation. C'est très important. Le problème de l'électricité auquel on est confronté, c'est le pic de consommation. Parce que dès qu'il fait froid, vous avez une augmentation de la consommation et vous avez la production. Donc, je ne suis pas optimiste que vous, parce que tous les indicateurs montrent, et on l'avait déjà anticipé, moi dans mon bouquin sur le nucléaire, déjà il y a 1 an et demi, et c'est mathématique, ça n'est pas malheureusement de l'idéologie ou de la politique, tous les indicateurs montrent que probablement il y a de grandes chances qu'on ait des délestages, c'est-à-dire du rationnement d'électricité. On revient au ticket de rationnement. Mon optimisme est idéologique, genre. Alors maintenant, pour revenir sur Elisabeth Lévy, c'est pire que ce que vous aviez dit. C'est pas 100 millions d'euros, c'est 500 millions d'euros. Parce que nous n'avons pas répondu à nos objectifs de renouvelables. Et l'Allemagne, aujourd'hui, sur Electricity Map, je finis. Il y a une voix qui porte. Oui. Sur Electricity Map, l'Allemagne ne produit que 5% de son électricité avec les éoliennes, alors qu'elle a une capacité de production de l'ordre de 40-45 avec le solaire. Donc 5% éolienne, 5% solaire, et produit son électricité avec 45% de centrales au charbon et émet 700 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Donc l'Allemagne a le record d'éoliennes installées en Europe et le record d'émissions de gaz à effet de serre. Et la France serait condamnée pour 500 millions d'euros pour ne pas avoir répondu à ses objectifs de renouvelables. Mais on se tape sur la tête. Françoise, pardon, pour débattre souvent avec toi, il nous arrive souvent, parce que les sujets reviennent, de nous répéter. Donc ça suffit pas. Je veux dire, ce qu'on aimerait, c'est une réponse argumentée à cela. J'ai déjà une réponse argumentée. Je connais parfaitement. Je me suis engueulé avec Laurent Alexandre l'autre soir. J'ai pas envie de refaire également. Mais c'est factuel. Les mêmes histoires. C'est factuel. Mais c'est factuel. Mais bien sûr, c'est factuel, c'est des faits. L'Allemagne, sa transition écologique d'abord n'est pas moins. Mais non, mais elle n'est pas moins. On va pas recommencer. Mais il n'y a pas d'argument dans ce que tu dis. Si. Mais c'est parce que j'en ai marre. La semaine dernière, avec Laurent Alexandre, avec le même débat. Mais bien sûr que c'était ici. Qu'est-ce que tu racontes? C'était il y a un mois. Mais on s'en fout. On va pas recommencer. Mais je pense qu'il serait intéressant de revenir. On sait que vous allez. La prochaine fois qu'on débattra, je suis sûr que tu dirais quand même revenir sur un point important. Attendez. Je vais terminer. Je connais déjà vos arguments. Les éoliennes, ça ne conserve pas l'électricité. À cet instant-là, je vais vous répondre. Mais si, parce que la nouvelle génération, elle fonctionne. Donc vous comprenez, on est toujours sur les obsessions. On a un problème sur le nucléaire et vous le savez très bien, vous en êtes un spécialiste. On a un problème de technicien. La pathologisation des opinions de l'autre, ça ne va pas. Non, mais c'est pas il ne ça, s'agit pas d'obsession, il s'agit de faits massifs. On part au 0826. Je ne parle pas de ça. Je dis que notre problème sur le nucléaire n'est pas qu'un problème de lobbying écologiste. C'est un problème de technicité. Nous n'avons pas de retard 300. à ce point sur Allez, François, on y va. Allez, 0826 300 300. C'est tout à fait nouveau. Allez, on y va. Eric, vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Bonsoir Eric, bienvenue dans cette cacophonie. Oui, c'est vrai, on s'entend pas. On vous écoute Eric.
Écoutez, de toute façon, que je sois d'accord ou pas d'accord, encore une fois, on est pris en otage comme pour beaucoup de choses, et même de plus en plus de choses. Déjà, c'est la première des, je dirais, constatations. Et ensuite de ça, comme je dis, mais maintenant aussi, il faudrait peut-être demander des comptes à ceux qui nous ont amenés à cette situation-là. Parce que de toute façon, maintenant, le constat, il est là. On est dans le mur, et puis le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on continue à se taper la tête dans le mur quand on regarde ça. Parce que, comme vous l'avez dit, pendant ce temps-là, les Allemands, eux, avec leur centrale, visiblement, ils n'auront pas de problème. Et comme ça, ils vont continuer à faire tourner à plein leurs industries, y compris l'industrie de l'automobile. Les États-Unis, c'est pareil, ils sont prêts à accueillir des entreprises françaises parce qu'ils en auront marre ici de payer des prix pas possibles. Et pour le corollaire de tout ça, c'est que pourquoi on ne demande pas aussi, on demande pas des comptes à tous nos brillants politiques. Il n'y a pas si longtemps que ça, va-t-en-guerre comme ils étaient, nous disaient on va mettre la Russie à genoux au niveau économique, au niveau énergie, ainsi de suite. Or aujourd'hui, qui c'est qui se retrouve à genoux? Et si c'est pas bientôt à plat ventre, c'est la France. Bougez pas, Eric. Oui. Alors moi, je voudrais d'abord faire une précision. Ce n'est pas Poutine qui est responsable de notre problème électrique en France. Le problème, il est franco-français. Il a commencé en 2012 avec François Hollande et son collaborateur qu'on entend dans les ondes actuellement, qui devrait rougir de honte, c'est Xavier Piageski, qui est le président de RTE, qui a été le collaborateur de François Hollande à l'Élysée et qui a été le maître d'œuvre de la loi de baisse de la part du nucléaire à 50% du nucléaire, du mix électrique, et qui a été le maître d'œuvre avec François Brottes, le député François Brottes, c'est les deux responsables de la loi de développement du renouvelable. C'est à cause de lui qu'on a fermé Fessenheim, et c'est à cause de ces deux personnages qu'on a détruit notre mix électrique, qu'on a fermé Fessenheim, qui représentait 2,2% de notre mix électrique en France. Et je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas 15 jours, on a réouvert une centrale au charbon à Saint-Avold, dans l'est de la France, alors qu'on avait normalement Fessenheim, que moi j'ai visité, qui est toute neuve, qui fonctionnait très bien, qui pouvait encore fonctionner 20 ans. Que jusqu'avant la fermeture de Fessenheim, nous exportions 11 TWh d'électricité décarbonée à l'Allemagne, et maintenant nous importons 11 TWh d'électricité au charbon, à 700 grammes de CO2 par kilowattheure produit, et en plus des émissions de gaz à effet de serre, l'Allemagne nous balance ses fumées de particules fines au mercure et à l'uranium des centrales au charbon sur Paris. Et on va demander aux franciliens d'arrêter. Bien sûr, on a aujourd'hui qui montrent que les fumées de charbon allemandes arrivent sur la France puisqu'ils sont en train de fortement utiliser leurs centrales au charbon. Le sujet fait énormément réagir au 0826 300 300. Pardon, Philippe Bilger. C'est un autre Philippe qui nous appelle du Vaucluse. Bonsoir, Philippe. Il y a beaucoup de Philippe. Oui, toujours. Oui, bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir à toute l'équipe de Sud Radio que j'écoute très régulièrement. Merci. Oui, alors je rebondis. Alors je suis complètement d'accord à ce qui vient d'être dit, mais je voudrais aussi rajouter quelque chose et je pense qu'il faudrait un petit peu creuser. Il faut pas oublier que suite à la guerre de l'Ukraine, on nous a dit que il y avait un programme en urgence de rénovation, en tout cas de remise en fonction des réacteurs. Et j'ai cru lire dans certaines revues de presse que ça avait été quand même handicapé par des mouvements de grève. Alors moi je dis, il y a quand même un moment où il faut quand même un petit peu prendre le taureau par les cornes. Les médecins, quand ils font grève... Mais s'il vous plaît, j'aimerais bien... Attendez, laissez finir Philippe. Pardon, je croyais que vous avez fini. Les mouvements de grève, il a été même les plus pro-nucléaires ont reconnu que les mouvements de grève n'ont eu aucune incidence, strictement aucune incidence sur le redémarrage. On a un problème de pièces, on a un problème de technicien. François, s'il vous plaît. Philippe, oui, alors François de Gaulle, de toute façon, dira toujours que c'est pas la faute aux grévistes. On est bien d'accord. Mais enfin, en attendant, je pense que aux grévistes. La faute des grévistes. Mais bien sûr. En l'occurrence, là, ça n'était pas le cas. Vous savez très bien. Non, mais bien sûr. Mais on a un problème de soudeur. Quoi qu'il en soit, si je peux terminer, quoi qu'il en soit, il y a quand même eu des mouvements de grève qui ont eu certainement un impact, malgré ce que, oui, sans doute. Et je pense qu'à un moment dans ce genre de filière, parce qu'on est bien dans une filière stratégique, au même titre que pour l'être notre armée ou la médecine, il y a des réquisitions. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait une réquisition qui soit faite pour que des décisions qui soient prises en haut gouvernement pour faire travailler les gens et remettre au plus tôt
ces réacteurs en marche. Donc, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait. Fabien Bouglet. Oui, en fait, Jean-Bernard Lévy a eu ce débat au MEDEF. C'est l'ancien patron de l'EDF. Il a dit, comment voulez-vous, alors que vous avez fait cette loi qui a baissé la part du nucléaire, que j'embauche, parce qu'on parle bien, le problème, il n'est pas un problème court-termiste, c'est un problème de long terme. Et donc, on n'a pas conduit à l'engagement de techniciens parce qu'on allait fermer les centrales nucléaires. Donc, il l'a dit, et d'ailleurs, il a eu ce débat avec Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel Macron voulait faire porter le chapeau de cette crise énergétique à Jean-Bernard Lévy. Donc, il s'est défendu. Je voudrais rappeler quand même qu'on a affaire à des pompiers pyromanes. Xavier Piacheski, patron de RTE, aujourd'hui il va sur les plateaux de télévision pour expliquer qu'il va y avoir EcoWatt avec la pénurie d'électricité. Comment j'ai détruit le système énergétique français et comment maintenant les Français vont subir mes pénuries. Elisabeth Borne a été toute fière d'annoncer la fermeture de Fessenheim. Donc on a tous les acteurs qui ont été au cœur de la destruction de notre système énergétique, à qui on a donné les pouvoirs pour agir sur cette crise énergétique. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement de papier pyromane, et c'est bien la raison pour laquelle ils sont très mal à l'aise. Parce qu'il va falloir justement qu'on dévoile leur impéritie. Et c'est pas un problème de technicien, c'est un problème de politique à très long terme. Françoise, vous avez 35 secondes. J'ai 35 secondes pour vous dire que d'abord, les personnes que vous citez, Jean-Bernard Lévy, moi je l'ai vu dans un dîner à l'Élysée, il était le premier à soutenir le mix. Donc Jean-Bernard Lévy, il a évidemment 3 discours. Quand il était dans la cour de François Hollande, parce qu'il était très heureux d'être nommé à ce poste, il était le premier à défendre absolument le mix. Donc soyez assez honnête de le dire. Maintenant vous expliquez que le pauvre, il a jamais pu. C'était sa décision. Il a bien évolué. C'est la Girette qui. Le deuxième point, ça remonte pas à François Hollande. Quand Lionel Jospin, premier acte, il ferme Superphénix en 97. Donc soyez précis et sur les techniciens. Soyez précis, ne dites jamais sur tout a été génial sous Hollande. Je viens d'un débat. Effectivement, c'est vrai. Je viens d'un débat. Est-ce que j'ai dit ça? J'ai dit que le premier qui a fermé, il s'appelle Lionel Jospin. Et là, il y a un vrai problème avec Dominique Voynet. Le péché originel. C'est pas le péché originel. C'est le péché originel de la lutte contre le nucléaire français, a commencé avec Lionel Jospin dans l'accord avec Dominique Voynet, suite au lobbying de Corinne Lepage, avec qui je viens de débattre dans une radio comme partenaire, enfin pas partenaire, concurrente, qui est la responsable, parce que en faisant fermer Superphénix, on a fermé la possibilité de gérer les déchets nucléaires, mais donc c'était le nœud essentiel de la destruction du nucléaire français. Merci Fabien Bouglet pour ce débat particulièrement énergique, expert en politique énergétique, auteur du nucléaire, les vérités avec le vent de auteur des vérités cachées éoliennes, la façon de la transition écologique, publié au Rocher. Ça aurait été drôle qu'on soit coupé. Allez, restez avec nous, on revient dans un instant.